Bonjour à toutes. Alors moi j'enseigne depuis maintenant 8 ans à Yavne, oui. Et j'ai fait de la petite section et ça fait 2 ans que je fais de la grande section. Et en fait, je ne suis pas du tout dans une école montessorienne, comme l'a dit Madame Lévy, mais j'ai trouvé dans la méthode Montessori des outils au quotidien, un matériel surtout, et une philosophie aussi qui m'aide au quotidien à suivre le rythme de mes élèves et les propulser. Voilà. Alors, ce que j'aime dans la méthode Montessori, c'est que le matériel est scientifique. Donc, c'est vraiment un matériel qui a été utilisé par des scientifiques, des gens qui ont réfléchi sur comment faire émerger une compétence, comment faire émerger une notion. Donc, mon objectif dans ma classe, c'est toujours de ne pas plaquer des enseignements qui sont dans le programme, mais d'essayer de les faire émerger des enfants. Donc, on va voir exactement comment. Mais si vous voulez, tout le matériel de la pédagogie Montessori a un sens. Tout est relié à des neurosciences, par exemple, une manière de fonctionner du cerveau de l'enfant. Donc c'est vraiment très intéressant de se poser là-dessus. Donc on va donc aborder la lecture et l'écriture selon la pédagogie Montessori au CNPJ. Donc je vais vous parler des principes montessoriens, parce qu'en fait on ne commence pas à travailler avec des enfants sur ce matériel si on n'a pas les grandes bases. Donc Maria Montessori a commencé donc au début du XXe siècle à ouvrir une école avec 40 petits-enfants de 3 ans à 6 ans. Et elle a créé une ambiance très particulière qu'on ne voyait pas dans toutes les classes. C'était, elle appelle ça un petit salon, donc il y avait des petits meubles au niveau des enfants. Et l'ambiance était épurée. Il n'y avait pas de surcharge cognitive en termes de visuel, donc par exemple de plein d'affichage dans la classe, ou en termes de matériel. Par exemple, sur une étagère, il y avait un plateau avec un jeu. D'accord ? Et tout ça, ça permet à l'enfant de se repérer, de ne pas être en surcharge mentale et de stimuler l'autonomie. Il va chercher tout seul son plateau, il sait où est le plateau, il sait le remettre, pour favoriser et faciliter les apprentissages. Donc pour elle, l'ambiance, c'est vraiment, vraiment essentiel. Dans nos classes, parce qu'à chaque fois, je vais nous renvoyer à nos classes à nous, parce que sinon ça n'a pas de sens. Dans nos classes, ça correspond à quoi ? Ça correspond en maternelle et je dirais même au CP, à mettre des activités, des ateliers pour les enfants autonomes, des petites activités que vous allez évoquer avec les élèves, mais qui vont resservir aux enfants lorsque vous ne serez pas là, ou lorsque vous serez en groupe de besoin en tout cas, et que vous lancez par exemple 1 heure d'activité libre par exemple. Vous pouvez très bien le faire dans vos classes. Vous prenez un petit groupe qui a besoin de votre aide, et puis les enfants utilisent des jeux en autonomie. Et ça, c'est très très important pour Maria Montessori. Sa première classe et toutes les classes qui ont suivi étaient mélangées au niveau des âges, de 3 ans à 6 ans. La raison pour laquelle elle mélange les âges, c'est qu'elle ne trouve pas vraiment d'intérêt à cloisonner des enfants par rapport à leur date d'anniversaire, et qu'en réalité, des enfants de 3 à 6 ans peuvent mutualiser, peuvent s'apprendre mutuellement en fonction de leur rythme. Un enfant de 3 ans peut être prêt à lire. Un enfant de 5 ans peut ne pas l'être, mais peut avoir besoin de l'aide d'un camarade. Donc c'est vraiment important pour elle, et ça fait émerger, vraiment, elle est très basée sur l'âme de l'enfant, ça fait émerger quelque chose de spirituel pour elle. C'est-à-dire les enfants s'entraident, s'apportent et grandissent ensemble. Voilà. Maria Montessori aborde des périodes sensibles. Et là, c'est très important ce que je vais vous dire, parce que je trouve que dans nos classes, on ne respecte pas assez ce rythme de l'enfant. Maria Montessori pense que l'enfant traverse des périodes, et que ces périodes étant passées, ces périodes arrivant, l'enfant est très absorbant, très en demande de la compétence qui génère cette période, et ça va être une explosion pour lui à ce moment-là, et que cette période étant passée, ça va être beaucoup plus compliqué de revenir dessus après. Je m'explique. Il y a la période de l'ordre, il y a la période du langage, c'est celle qui nous intéresse, la période du mouvement, de motricité, la période
des grands nombres, la période des petits objets. Bon, bref, vous pourrez vous intéresser à ça. Mais en ce qui nous concerne, la période du langage, pour elle, c'est un moment à ne pas rater où l'enfant est ouvert au vocabulaire, à la prononciation, au son, et à la lecture aussi, à l'écriture, etc. Il ne faut pas laisser passer ce moment. Souvent, moi, au GAN 3, j'ai réussi, c'est pas moi, c'est les enfants qui étaient prêts à faire lire des enfants, et des mamans me disant « Ah, mais c'est au CP la lecture ». Voilà, Maria Montessori n'est pas du tout d'accord avec ça. Si un enfant est prêt à 3 ans et demi à aborder les sons, alors, et puis ça vous le voyez vite, c'est un enfant qui vous dit, moi mon fils il m'a sorti une fois, ah maman, Google et Lidl, c'est pareil. Donc là, mais ils le font tous les enfants, mais il faut le repérer en fait, et là je me dis, c'est sa période de langage. Donc là, explosion du langage, il ne faut pas louper cette période-là. Il faut nourrir l'enfant et il ne faut pas attendre. Et donc on va voir comment, en l'occurrence sur la lecture-écriture. Mais voilà, c'est quelque chose qui est lié au rythme de l'enfant. Pour elle, chacun son rythme. Et c'est ce qui est difficile dans nos classes en vérité. Pourquoi les inspecteurs vous demandent de faire de la pédagogie différenciée? Tout bonnement parce qu'on n'a pas des enfants qui sont au même rythme. Et ça, on le sait, on le voit. Donc en fait, pour elle, il faut attendre l'enfant, l'observer suffisamment pour être en éveil lorsqu'il passe une période. D'accord? Donc elle aborde aussi le maître humble. Ça, j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu son livre. Pour elle, le maître ne doit pas être là pour, comme je l'ai dit, plaquer une information, venir dire c'est moi qui ai le savoir. Je connais mes programmes par cœur, je vais faire ça avec mes élèves. En novembre, je vais aborder ça, tac, c'est fait. En décembre, tac, c'est fait. C'est pas comme ça vraiment que ça fonctionne pour un enfant. On le voit dans nos classes, on a toujours des enfants qui sont en avance ou des enfants qui sont à la traîne, parce qu'ils n'ont pas le même rythme, tout bonnement, c'est pas une question d'intelligence du tout. Le maître, il doit être suffisamment humble pour reconnaître qu'il est là, pour accompagner l'enfant, pour être un médiateur de son apprentissage. Il n'est pas un plaquant d'informations. Il n'est pas là pour vous faire une leçon. Il est là pour suivre les rythmes et proposer un apprentissage au moment où c'est le moment pour cet enfant. C'est vraiment, ça m'a touchée cette notion du maître humble parce que c'est l'adulte qui est en attente de l'enfant. Et ça, même si dans nos classes, vous allez me le dire, on n'a pas vraiment le temps, on a beaucoup d'élèves, etc. Il faut réussir à se dire, mais c'est l'enfant qui va m'apprendre. Il va m'apprendre quoi? Il va m'apprendre quand est-ce qu'il est prêt. Son matériel est du matériel scientifique qu'elle a utilisé à des grands... par exemple, Monsieur Seguin, mais pas celui de la chèvre, qui a utilisé du matériel en mathématiques. Donc, c'est un matériel qui a été vraiment réfléchi, qu'elle utilise. Et moi, j'aime beaucoup son matériel. On va vraiment voir de quoi il s'agit parce que ça fait émerger la notion, quoi. Donc, pour elle, ça a un vrai intérêt de passer par là. Ensuite, un des principes de la méthode Montessori, c'est la leçon en 3 temps. C'est-à-dire le fait de présenter une notion à l'enfant quand on fait une leçon, parce que ça arrive aussi de faire des leçons. On présente la notion à l'enfant, on interroge l'enfant sur est-ce qu'il a bien retenu ce que j'ai dit, donc on le fait verbaliser, et ensuite on voit où il en est, qu'est-ce qu'il a retenu, entre guillemets, on l'évalue, entre guillemets, on lui permet on l'interroge. D'accord? Donc on va revenir là-dessus dans une des matériels que je vais vous proposer. L'autocorrection, c'est un des grands principes de la méthode. Un enfant qui travaille en autonomie est un enfant qui peut se corriger seul. C'est un peu évident parce qu'en fait, si vous proposez un atelier et que vous êtes avec un groupe et que l'enfant il vient dire « Mais Maura, regarde, c'est bien ça, j'ai bon », qu'il n'a aucun moyen de vérifier s'il s'est trompé ou pas, d'abord il va vous solliciter et ensuite il ne va pas apprendre. L'autocorrection dans un exercice, c'est une manière pour un enfant de s'évaluer personnellement. D'accord? Donc... à chaque fois que vous proposez un atelier autonome, un exercice en autonomie, essayez de vous demander, est-ce que l'enfant pourra se corriger? Est-ce que vous pouvez lui donner quelque chose en plus, ou une correction au dos de la feuille, ou parfois, en tout cas le matériel scientifique Montessori, la correction est innée au matériel. C'est-à-dire que l'enfant va voir qu'il n'arrive pas à mettre cette petite boîte dans l'autre petite boîte, donc c'est que ça ne fonctionne pas, donc c'est que je me suis trompée, c'est qu'il faut que j'essaye autre chose.
Donc il y a des jeux où la correction est directement visible, quoi. Alors maintenant, je vais aborder une autre partie qui s'appelle neurosciences et lecture. Alors, je vous renvoie à un atelier qui a été fait par Keren Gozlan, il n'y a pas longtemps au CNPJ, sur les neurosciences et la lecture. Et vous avez tout le compte-rendu. Je vous le conseille vraiment. Je vous l'ai donné au milieu. Les deux pages du milieu très sont clair, entièrement consacrées à ça. Et en dessous, vous avez le lien pour avoir la vidéo sur YouTube de toute sa conférence. C'est à voir. Bon, sauf que elle dure 1 heure. Donc nous, moi, on va y passer 5 minutes. Donc nous, on va y passer 5 minutes. J'ai essayé de synthétiser ce qu'elle a dit, mais aussi je me suis basée sur Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique qui s'est beaucoup basé sur la lecture. Il a écrit. Aussi se base sur lui. Exact, voilà. Il a écrit un livre, très très gros livre, qui s'appelle Les neurones de la lecture. Et moi aussi, j'ai lu Apprendre à lire de lui. Et vraiment, donc, c'est un sujet vaste. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, il faut s'accrocher, c'est un petit peu scientifique pour celles qui... Il se passe que dans le cerveau, il y a 2 zones concernées par l'apprentissage de la lecture. 2 zones, d'accord ? Qui sont les aires visuelles et les aires du langage. Comme vous pouvez le voir, ces aires-là ne sont pas spécialisées pour la lecture. Ce ne sont pas des aires qui nous servent à lire. Donc en fait, je vais vous dire un truc vraiment incroyable, c'est que ce n'est pas inné de lire. C'est un apprentissage neurologique qui est extraordinaire, dans le sens où il n'y a pas du tout de spécialité pour la lecture dans notre cerveau. On utilise des aires qui sont proches des fonctions dont on a besoin pour lire, qui sont les aires visuelles et les aires du langage. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc, c'est très important, la lecture n'est pas un acte naturel et inné. La lecture n'est pas un acte naturel et inné. Donc ça, pourquoi c'est important pour nous en tant qu'enseignants ? Parce que vous allez voir des enfants qui galèrent, des enfants qui ont du mal, des enfants pour qui il va falloir vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Sachez que c'est que son cerveau se met en place. D'accord ? Sachez que ces aires-là sont mobilisées au maximum et ce n'est pas de sa faute, c'est pas parce qu'il est pas intelligent, c'est parce que le rythme de son cerveau prend un temps. Et que ce temps, il faut le lui accorder. C'est une gymnastique. Voilà, exactement, c'est le mot. C'est une gymnastique et c'est neurologique, c'est-à-dire que on ne va pas aller plus vite que la musique si son cerveau n'est pas prêt. Vous comprenez ? Souvent, on met en échec des élèves à nous parce qu'on précipite les choses. Il faut, comme dit Elisheva, réinvestir. C'est le secret de la lecture parce que plus on fait de la gymnastique avec le cerveau, plus ça vient facilement, tout simplement. Donc, il n'y a pas de circuit neuronal qui lui soit dédié. Quand on apprend à lire, on va affiner les aires visuelles sur les lettres et sur les mots écrits. Quelque chose qui ne connaît pas le cerveau, d'accord ? L'aire visuelle, à quoi elle sert en général, l'aire visuelle ? Elle sert à voir des images. Elle sert à voir le visage de quelqu'un. Elle sert à voir la casserole. Elle sert à voir l'ordinateur. Voilà à quoi nous sert notre aire visuelle. Pour elle, les lettres, ce sont des signes. Comme, je vous dirais, une bague. Ou comme, ce sont des signes visuels. D'accord ? Et au niveau de l'aire du langage, qu'est-ce que la lecture ? Ce sont des sons. D'accord ? Donc après, associer ces sons, ça s'appelle la graphiphonie, à l'écriture, c'est un travail, une gymnastique du quotidien. D'accord ? Donc au final, quand on va travailler sur la lecture avec les enfants, on va affiner cette aire visuelle qui n'est pas disposée à cela, mais on va l'affiner. Et cette aire du langage qui n'est pas spécialisée dans ça, mais qui va nous permettre de faire des liens entre graphie et phonie. D'accord. Ça, j'espère que c'est clair. Est-ce que quand tu parles de maturité, oui, ça correspond à la période sensible, quand le cerveau est... Alors la période sensible, c'est une maturité à absorber la notion. Donc l'enfant, il va vous faire comprendre que, tiens, aussi bien dans le langage que dans l'écrit, il a reconnu le P. « Ah, maîtresse, regarde, c'est la même chose, le P et le P. » Ou bien « Ah, j'entends Google et j'entends Lidl. » Là, il est prêt. Ça commence. Non, la maturité est là. Mais les schémas du cerveau ne sont pas encore prêts. C'est à vous de les préparer. Ah ouais. D'accord ? Et c'est le moment où le faire. La seule chose que ça vous indique, c'est que c'est le moment où le faire.
Mais vraiment, en tant qu'enseignant, on est comme des profs de sport pour le cerveau, au niveau de la lecture. D'accord ? Allez-y. Oui. À peu près, j'exagère. Juste qu'il y a des préliminaires à tout ça. Donc on ne va pas parler aujourd'hui, mais il y a des choses à développer pour faire que ces deux zones soient tout à fait s'enchevêtrent au maximum. Prêtes à acquérir aussi des nouvelles notions et à faire que l'enfant puisse les mettre en place. Oui. Donc les préliminaires, tout ce qu'il faut faire peut-être dans un autre domaine que l'écriture, sont aussi importantes que ce qu'on va faire pour enseigner à écrire et à lire. Alors les prérequis, c'est-à-dire de quoi il a besoin pour passer par l'écriture et la lecture. Parce qu'on va voir que ça commence... C'est les prérequis dont je parlais. Voilà, donc on va voir que c'est l'écriture vers la lecture, d'accord ? Alors, je vais juste vous parler d'une casserole. Vous êtes dans votre cuisine, on décroche complètement de l'école, là. Vous êtes dans votre cuisine et vous avez une casserole sur le feu, d'accord ? Donc, votre cerveau, il voit la casserole. Sauf qu'à ce moment-là, savoir où est le manche de la casserole, s'il est à droite ou à gauche, c'est extrêmement important. Ça peut être pour la survie, en l'occurrence, je vais me brûler, mais pour la praticité, enfin pour le côté pratique, d'accord ? Donc en réalité, l'aire visuelle n'est pas spécialisée sur la symétrie. C'est-à-dire que quand je vois une bouteille de coca, quand je vois le visage d'Elisheva, qu'il soit à droite ou à gauche, le cerveau ne traite pas cette information, d'accord ? Sauf, il s'affine dans des cas où j'en ai besoin. La casserole. C'est de retenir la casserole. Donc là, je vais avoir besoin de savoir où est le manche. Donc mon cerveau, enfin mes yeux vont voir l'image, vont envoyer une information à mon cerveau qui va traiter, qui va demander, j'ai vraiment besoin de savoir où est le manche. D'accord ? Et ça va très vite, hein, ça prend quelques secondes. Donc ça s'appelle la spécialisation de l'aire visuelle. Et quand on lit, en fait, on en a besoin. On en a besoin parce que quand vous prenez du script, le P et le Q, là, la symétrie, tout à coup, est très importante. Le B et le D, ça cloche. D'accord ? Donc, on a une image, mais cette image, le sens, l'orientation de cette image est extrêmement importante. Pas pour la survie comme la casserole, mais pour lire. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que c'est une spécialisation du cerveau, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. D'accord ? Ok. Donc, comment mon cerveau arrive à se spécialiser ? On revient sur la casserole, on est dans la cuisine. Quand je vais avoir besoin de associer à ma vision le geste. Quand je vais devoir prendre ma casserole et que je vais donc tendre la main, ça a aussi une très grande importance chez Maria Montessori, la main, l'acte d'aller chercher, alors mon cerveau ne fonctionne pas pareil. Il a besoin d'envoyer d'autres informations. Quand j'associe le geste à ce que je vois, alors j'affine cette aire visuelle. Vous avez compris ? C'est comme ça que ça se passe en lecture pour Maria Montessori. Elle travaille sur des lettres rugueuses. D'accord ? Les lettres rugueuses, pour elle, c'est l'occasion d'associer le geste, le tracé, au son et à la vue. Et donc les aider à créer cette symétrie qui n'est pas naturelle. Vous avez compris le truc. Donc en fait, chez Maria Montessori, on utilise, donc peut-être vous ne connaissez pas ce système, c'est pas les vrais, hein, c'est celles que j'ai achetées un peu moins cher. Mais elles sont rugueuses, hein. Elles sont rugueuses quand même. Il y a une sorte de sable comme ça. Voilà, on va en faire tout à l'heure. Donc en fait, là, l'enfant il fait ça. Il associe même Il associe le tracé, le son et la vue. Quand il fait ça, il a le processus optimal d'apprentissage qui permet à son cerveau de fonctionner au mieux et apprendre au mieux. Donc, d'où l'intérêt des lettres rugueuses. Je vous ai mis CF, la casserole. D'où l'intérêt des lettres rugueuses. Donc, le principe, c'est bleu consonne et rouge voyelle. Pour après d'autres exercices. Mais voilà pourquoi elle utilise les lettres rugueuses et je vais vous en faire tout à l'heure. À chaque fois, le médiateur est là pour montrer à l'enfant, sans parler, d'accord ? Donc, il s'assoit à côté de lui, il lui fait le sens de, d'accord ? Si l'enfant qui va reprendre la lettre se trompe, il ne va pas lui dire qu'il se trompe, il va revenir sur le début de la leçon en 3 temps. Il reprend la lettre et il fait de. D'accord ? Donc s'il se trompe dans la prononciation ou dans le tracé, on revient dessus.
On peut ne pas l'embêter à ce moment-là parce qu'on voit que vraiment il n'est pas dans le... Mais on va noter que le tracé n'est pas encore effectif. Non, pas dans la pédagogie Montessori en tout cas. D'accord ? Mais on lui montre. Et en fait, c'est encore, il utilise sa vue. Il va voir, et il va se spécialiser comme vous lui avez montré. Dans les classes Montessori, les enfants s'aident entre eux. On voit des enfants qui font « Mais non, regarde, tu commences là, toujours le 2 ». Donc voilà. Donc, au fur et à mesure de, comme a dit Elie, encore une fois, le mot gymnastique, c'est le bon mot. Mais pas rectification. Ensuite, alors, donc accompagnez le son au geste, au tracé avec les lettres rugueuses et les lettres dans le sable. Vous faites peut-être ça en maternelle, de la semoule, un fond foncé, voilà. Et bien ça, c'est un processus optimal d'apprentissage. Je vous ai expliqué pourquoi. On fait aussi l'enseignement systématique des lettres, qui va permettre à l'enfant un balayage visuel et qui va lui permettre de créer une vue symétrique. Donc plus on voit les lettres, plus on les voit, on les revoit, plus on se spécialise. Alors, un exercice qui est extraordinaire, c'est celui-là. C'est un exercice de reconnaissance visuelle. On va, là c'est mal fait, mais on va mettre un P à l'enfant et on va lui mettre une série de lettres et il devra retrouver les P. Donc là, encore une fois, son cerveau fonctionne, il balaye visuellement, tac, et il entraîne sa vue à être symétrique. Voilà la gymnastique que vous pouvez proposer à vos élèves. D'accord ? Donc là, c'est en script. En cursive, il n'y en a pas tellement qui se confondent comme ça au niveau symétrique, mais plus on leur fait faire ce genre d'exercice. Et c'est vrai aussi dans les syllabes. P et A, ça fait pas. L'enfant peut très bien voir ap comme pas. Parce qu'il n'a pas sa vue symétrique encore, rappelez-vous. Donc du coup, c'est aussi intéressant dans les syllabes. Parce que des fois, ils confondent les lettres, mais des fois, ils confondent la position des lettres. Donc pareil, P, A, je le retrouve dans la board et je ne le confonds pas. Vous allez voir des enfants qui vont vous entourer ap. Sûr. Donc que faire ? Continuer à s'investir, à réinvestir, à réinvestir. Pas tout le temps pas, des fois c'est bas, des fois c'est seulement pas. avec une fiche. Oui, pas seulement avec une fiche. Le fait de manipuler. Alors ça peut être un memory. Ça peut être, voilà, c'est vraiment de la manipulation qui est intéressante. Je pioche les cartes et je dis si c'est la même ou pas. Puis ce qui est intéressant, c'est que je peux vraiment comparer quand c'est de la manipulation. Vous allez surtout passer par des étapes où en fait le cerveau va imprimer qu'une lettre correspond à un son. D'accord ? Donc moi j'ai mis en place ça dans ma classe, j'adore, c'est rien à faire, vraiment. Et ça se travaille avec des jetons. Et je dis B. Et l'enfant doit mettre son jeton sur B. Je dis F. Hop, j'ai trouvé le feu, je mets mon jeton. Donc tout ça, c'est encore des exercices qui font de la gymnastique au cerveau, cette fois du côté de l'aire du langage, puisque j'associe le son, la prononciation à la lettre. Et que ça va m'aider bien sûr à passer à l'écriture. Je vous explique ce que c'est le jeu des petits objets. Donc vous avez peut-être des enfants ou dans vos classes des petits objets qui traînent. Et ça va permettre aux enfants, encore une fois avec de la manipulation, de travailler les sons. Donc vous allez mettre ça et ça, toujours 3, hein, pas plus. Et vous allez dire, mon petit œil voit un objet qui commence par A. Et donc là, l'enfant, tac, il prend l'âne et il le prononce, il le reprononce. Mon petit œil voit un objet qui commence par N. N. Hop. Mon petit œil voit un objet qui commence par P. Hop. Ensuite, alors ça c'est la leçon en 3 temps. Première étape, je fais, alors, tout premier je présente, hein, âne, niche, panier. Et tu les dis ? Comment ? Vous les prononcez, On l'interroge au début pour savoir s'il connaît le vocabulaire. S'il ne le connaît pas, vraiment, on s'assure que ce soit connu. Parce que si vous lui dites qu'il commence par ne et qu'il croit que c'est une maison, on est foutu, quoi. Donc, voilà. Première étape, je l'interroge. Donc, mon petit œil voit, montre-moi, apporte-moi un objet qui commence par ne. Ok. Une fois qu'on a fait ça, deuxième étape. A, un âne, c'est un objet qui commence par A. Donc, c'est lui qui va dire. Ok. Troisième étape. Je lui montre que celle-là et je lui dis, redis-moi, c'est quoi le son ? Par quoi ça commence ? Ne. Donc, c'est vraiment en 3 temps. Ça peut durer 5 minutes, ces 3 temps, dans une journée.
Ça peut durer un peu plus longtemps si l'enfant est friand, donc on va proposer d'autres objets et une complexité de plus en plus importante. Par exemple, je sais pas moi. Ça peut servir d'évaluation. Voilà, ça peut aussi servir d'évaluation. Hein. C'est le feu qui est très très dur avec je sais pas moi, le que, le me c'est très dur aussi. Donc on va complexifier. Enfin là j'en ai pas beaucoup, mais on va essayer de complexifier. Après ça peut être fre, vre. Voilà, c'est à vous de faire votre progression. Mais au début, on commence par évidemment des voyelles. On verra une progression après. Alors moi, ce que je faisais, les petits objets, c'était un groupe. Hein. C'était un groupe. Voilà. Je le faisais en groupe. Alors évidemment, pas un grand groupe. Je faisais ça, moi, je travaillais à la fin vraiment qu'en groupe de besoins. C'est-à-dire que je les observais beaucoup et je voyais ceux qui étaient justement dans leur période d'explosion du langage, qui étaient au tout début. Donc ça faisait mon premier petit groupe de besoins. C'était une période qui était bien assise, donc ça, A, O, I, ça y est, ils avaient dépassé. Donc c'était un autre groupe de besoins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de faire ça. Et c'est vrai qu'on perd du temps quand on le fait en individuel, mais il peut y avoir un enfant qui a vraiment besoin de réinvestir ça et tu vas le prendre 5 minutes pendant que les enfants rangent la classe, tu vois. Et regarde bien, on en fait un tous les deux. La leçon en 3 temps, ça prend 5 minutes. D'accord? Allez, montre-moi l'âne. Par quoi ça commence? Mon petit œil voit un ne. Ok? Allez, cherche-moi l'objet qui commence par ne. Tac, 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 ça prend 5 minutes et c'est fait. Voilà, ça c'est les petits objets Montessori. Ensuite, vous avez, alors ça on le fait beaucoup en maternelle, hein, les jeux de langage, les petites rimes, les petites historiettes, les petites comptines, les imagiers qui sont en place. Voilà, les virelangues, la petite souris sur le tapis qui a mangé du riz. Bah, tout ça, moi, à l'époque, au Ghana, ça me fatiguait, ces histoires-là. Mais vraiment, c'est exactement ce qui prépare l'enfant ce que disait Madame Lévy, et ça depuis qu'ils ont 2 ans. Hein. Vous pouvez commencer avec vos élèves de Ghana largement. Pour favoriser cette entente de la rime, et puis qu'ils vous voient prononcer. C'est en vous voyant prononcer qu'ils vont voir où vous mettez votre langue, comment se place votre bouche, quel son ça fait. Et ça, c'est des bébés en vérité. Hein. Je vois mon fils qui me regarde quand je fais p, b, depuis qu'ils sont tout petits. Parce qu'en fait, neurologiquement, on fait des... Enfin bon, bref. Donc ça, c'est très important. Les petites rimes, les petites devinettes, essayez de leur faire vous-même... voilà, on va essayer de faire une poésie en rime, voilà, chocolat de Lola, non, vous connaissez tout ça. Donc, sachez que vous les connaissez, vous le faites, sachez qu'il faut le faire. Voilà. C'est bien, vous le faites. Donc, ça, non seulement ça favorise l'audition, hein, mais la prononciation, la classification, le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, vous travaillez tout ça quand vous faites ce genre de choses, d'accord? Quand vous lisez une histoire, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous travaillez avec l'enfant. Vous lui permettez de lire, vous lui permettez d'écrire et de lire. C'est le cas. Ok, donc ensuite, menez une attention sélective sur les phonèmes. C'est j'entends A ou je n'entends pas A. Ça peut être des petits jeux que vous faites comme ça dans votre classe. C'est à imprimer, à plastifier. Ils mettent ça et puis ils jouent tout seuls. Tac, alors gant. J'entends A, j'entends pas gant. Ah, mais j'entends pas A. Bon, là, il y est pas, mais il faut qu'il y ait un moyen d'autocorrection derrière. Par exemple, vous pouvez choisir un code couleur. Toutes les pastilles jaunes, ça correspond à j'entends A. Toutes les pastilles bleues, ça correspond à j'entends pas A. Donc, il place ces petites choses là, et puis à la fin, il retourne tout pour voir s'il s'est pas trompé. Et si c'est trompé, ah, c'est une pastille bleue. Je reprononce, je me réexerce. Gant. Ah non, j'entends pas, je suis bête. Donc hop, je change. Vous voyez, il faut que ce soit lui qui se corrige parce qu'il s'évalue en se corrigeant. Donc là, il y a aussi chez Maria Montessori ce qu'elle appelle les nomenclatures. Là, c'est plutôt basé sur l'écriture, sur la reconnaissance visuelle. Donc vous avez l'affiche avec le dessin et le mot, et les fiches avec uniquement le dessin, d'accord. Et c'est aux enfants de retrouver le mot. D'accord, donc là, il va regarder lettre après lettre. Bon, ça commence évidemment par des mots simples, des petits mots. L'olive, c'est un peu plus compliqué de trouver framboise ou mandarine, mais bon. Et après, et là, il y en a plein, mais vous pouvez lui donner 4 au début, 4 fiches de nomenclature, et il doit retrouver le mot en regardant comment il est écrit, en recopiant. Franchement, alors pas en truc, mais en bâton. Avec des mots simples de 3 à 4 lettres, pourquoi pas? Oui, mais c'est à toi de les faire puisque ça n'existe pas chez Montessori. Mais tu vois, tu fais par exemple, qu'est-ce qu'on a? Clé. Tu mets le dessin d'une clé, écrit clé en bâton, et il doit retrouver le mot-clé et l'associer à l'image. Ça, c'est super aussi. Où tu trouves les dessins? Les nomenclatures, je vais vous conseiller le site de Céline Alvarez. Je vous ai mis en dessin
en dessin, en image, en photo, les lettres gueuses, d'accord, les lettres dans le sable, on en a parlé. C'est important, excusez-moi de revenir dessus, que l'enfant dise le son en traçant la lettre, d'accord, faut pas oublier. Ça, c'est une boîte de petits objets, on voit rien, mais il y a la lettre A dans les 3 écritures, la B, la C, la A, et il a des petits objets, alors que c'est encore plus petit que moi, et il va mettre, le zèbre, je le mets dans Z, le voiture, je le mets dans la case du V. Ça, c'est à la fin, hein. Quand on a présenté les petits objets, quand il est à l'aise avec ça, on peut lui donner tous les petits objets et hop, il classe. Maintenant, l'introduction à l'écriture, parce que vraiment, Maria Montessori, pour elle, on commence par l'écriture. Alors, ça, vous connaissez, ça va aussi intéresser les gamins. On commence par l'écriture en même temps que la lecture. On commence par l'écriture, alors vous allez voir. Alors, il faut préparer l'enfant à la motricité fine et à l'amplitude du geste. C'est la base de la pédagogie aussi Montessori. Donc, vous avez une UR faite par Marie qui est super, Marie, sur apprendre les gestes de l'écriture. Elle est très bien sur la plateforme du CNPJ. Parce que la moitié ne sait pas de quoi il s'agit, parce qu'on n'a pas parlé des UR. Ah d'accord. Alors c'était des unités de réflexion. Quand vous inscrivez au CNPJ, vous avez aussi accès à une plateforme numérique et par thème, par âge, vous avez des unités de réflexion qui vous donnent des pistes de réflexion, comme son nom l'indique, sur des notions. Comment amener la notion, ne pas la plaquer, encore une fois, c'est le but du CNPJ, mais amener les enfants à la faire émerger. Vous en avez une super sur la vie pratique chez Montessori. Et les gestes de l'écriture, ça, c'est ce que vous faites toutes dans votre classe. Alors, c'est quoi? Ce sont les activités de graphisme en tout genre, en progression évidemment, parce que vous savez bien qu'au Ganin, vous commencez par la patouille, vous commencez par faire des gestes, des grands gestes à vos élèves, d'accord? C'est pas le moment de lui donner un petit stylo et une petite feuille pour colorier. Au Ganin, c'est le moment de lui faire des grands gestes sur les grandes feuilles, avec ses mains, avec des pinceaux, avec du fil, avec tout ce que vous trouvez, pour qu'il voit, qu'il crée une empreinte sur le papier, qui visualise ça, et surtout qu'il utilise l'amplitude de son geste, puis l'amplitude de sa main, puis l'amplitude de ses doigts. C'est une progression, d'accord? Donc ça, en général, vous faites en classe. Et les activités Montessori, ce sont des activités en général de transvasement. Je prends un petit pichet, je verse dans l'autre. Je prends avec une cuillère des graines, sans faire tomber, je verse dans l'autre. Je tends le linge. Je mets une pièce dans la tzedaka. Je sers le thé. Tout ça, ce sont des activités de motricité fine qui permettent à l'enfant de canaliser ses gestes et qui vont l'aider à l'écriture tout bonnement. Donc, dans les classes Montessori, vous trouverez tout le temps des petits plateaux avec je plie ma serviette, je ferme les boutons, je transvase le thé, je mâche un truc chouette. Et bien ça prépare en fait au geste, à la pince. Donc c'est toutes les activités de pince et de transvasement. C'est par là qu'on passe dès la maternelle, dès le Ganin, dès les tout débuts de Ganin. Il faut que l'enfant voit ce qu'il fait, que son action a une empreinte sur le réel et qu'il entraîne ses gestes. D'accord ? Donc, il y a aussi les formes à dessin que vous voyez là tout en bas. Ce sont des gabarits, hein, tout simplement. Peut-être que vous n'en avez pas comme ça dans vos classes, mais ce sont des gabarits. Et l'enfant, il fait le contour. Donc ça aussi, c'est très bien. Vous avez les lettres gueuses aussi qui entraînent au geste. Hein. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour ces activités. C'est en fonction d'une maturité de l'enfant aussi. Et il faut attendre, et je me suis trompée, oui. En fait, il faut passer par l'écriture. Et c'est en passant par l'écriture et ensuite par les lettres à l'écrit. Donc là, l'intérêt des formes à dessin, c'est qu'elles vont revenir sur tous les gestes que vous allez faire en écriture. C'est-à-dire le rond, la rosace, tout ça, c'est ce que l'enfant va faire quand il va écrire. Donc elles sont vraiment très bien faites, très bien pensées, c'est encore du matériel scientifique, pour qu'il passe par tout ce dont il aura besoin pour faire des bouts, des créneaux, voilà. Maria Montessori, quand elle a commencé à avoir sa classe, elle ne voulait pas du tout apprendre l'écriture et la lecture à ses élèves. Pas du tout. Sauf qu'un jour, il y a un enfant qui lui a demandé ce que c'était que ça. Il avait vu une lettre en dehors de chez lui. Et elle est passée par le fait de leur faire écrire les lettres. Ils ont écrit les lettres pendant très longtemps, sur le sable, avec des craies par terre, et ils ne savaient pas ce que c'était. Pour eux, c'était des dessins, d'accord ? Donc, vas-y, que j'écris un B par-ci, par-ça, par-là. Et un jour, elle voit l'enfant qui fait B et A, et elle lui dit, tu as écrit bas. Et un jour, elle voit des étoiles dans les yeux du gosse, qui comprend, qui associe son geste, ses lettres, à
une prononciation à un son. Et là, elle appelle ça l'explosion de la lecture. C'est à ce moment-là que vous voyez que votre élève, il a capté un truc là. Ah, j'ai écrit ça et en fait, on peut me lire. On peut me lire. Donc, j'écris un message. Et là, on attend ce moment-là, l'explosion de la lecture arrive, on travaille la lecture. Les activités de lecture. Donc ça va vous intéresser. C'est les activités de retranscription graphème-phonème. Là, moi, je fais ça avec mes élèves, j'adore. C'est une machine à syllabes. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et bon, là, c'est avec les alphas, là. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, mais moi, je la fais sans les alphas, quoi. Je fais un M et un I, et en fait, les bandelettes, elles se coulissent. D'accord ? Et donc, l'enfant, il dit, je vois me, je vois I. Je fais, bon, ça prend du temps, hein, mais je vois me, je vois I. Bon, je n'ai pas choisi le plus facile, mais ça, mi. D'accord ? Donc, il faut vraiment commencer avec les syllabes. Et à la fin, j'arrivais à appeler, je sais pas moi, Marion et Antonin. C'est pas du tout les prénoms de notre classe, mais bon. Et je dis, Marion et Antonin, mettez-vous à côté. Et toi, tu me fais mot, toi, tu me fais to. Donc, il cherche le T, il cherche le O. L'autre, elle cherche le me, elle cherche le O. Elle me fait mot, il me fait to. Et je les mets à côté. Et ils me font moto. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont fait un mot. Alors ça, ce sont les lettres mobiles. Donc c'est un matériel montessorien qui est très intéressant. C'est justement pour ne pas empiéter sur le non-apprentissage de l'écriture. L'enfant peut ne pas savoir encore bien écrire et écrire, mais avoir envie d'écrire un mot. C'est possible ? Ouais, c'est possible. Donc pour ça, il y a le matériel qui s'appelle les lettres mobiles. Donc en vérité, ce sont des vraies lettres, mais vous pouvez aussi les faire en étiquette. Je vous l'ai mis parce que c'est plus simple. Et il y a toujours le code couleur bleu pour les consoles. C'est pas le même que moi. D'accord, ok. Et en fait, l'enfant. Alors, on commence toujours, et c'est ce que je vais vous faire tout à l'heure, ça s'appelle la série rose. On commence toujours par les mots à 3 lettres. D'accord. Donc, bon, os, c'est pas le plus simple, mais bol, j'entends. L'idée, c'est qu'à la fin, l'enfant se dit j'entends b, o, l. Et je l'écris. Je vais chercher mon b, je vais chercher mon o, je vais chercher mon l. C'est pas des faciles, parce que là, le O, il n'est pas très... Voilà. Mais pile, alors un pile, c'est encore moins facile, mais je suis bête. Fil, gaz, lac, bon voilà, ok. Et en fait, il y a une progression chez Maria Montessori, ça s'appelle les séries. Série rose, série bleue, série verte. On va en faire une tout à l'heure. Je vais vous proposer de faire la série rose. Et ça va en graduation, c'est une progression. Donc au début, c'est 3 lettres. Après, c'est 4-5 lettres. Après, c'est quand il y a la lettre qui est muette. Après, c'est quand on apprend un son, un graphème. Alors là, moi, je les ai mis sur petites pochettes. J'ai fait des petites pochettes comme ça. Et ça s'appelle la dictée muette. La dictée muette se travaille avec les lettres mobiles. D'accord ? Donc là, par exemple, c'est les lettres muettes. Donc je prends et je me retrouve avec plein d'images et j'essaye d'écrire le mot. Bon, donc ils ont un certain niveau puisqu'ils sont censés savoir que dans ni, il y a un démuet. D'accord ? Et il est en couleur pour qu'il se corrige. Donc là, il va poser, puis il va aller chercher ses lettres mobiles pour écrire le mot. D'accord ? Donc lettres muettes, évidemment, c'est dans la série bleue, parce que c'est déjà un... Mais nous, on va faire la série rose et on va faire les mots à 3 lettres tout à l'heure. C'est une série de petites images, il y a la correction derrière, hop. Et puis lui va chercher ses petites lettres et il écrit son mot. Une des dernières étapes de la pédagogie Montessori, quand cette fois ils écrivent, donc ils vont écrire le mot. Bon là c'est un dur, encore une fois. Et ils vont aller l'écrire sur une petite feuille avec du scotch et ils vont aller mettre le mot sur l'objet réel. Et là, on travaille la compréhension, tout bonnement. C'est la dernière étape, mais en fait, c'est pas une étape. Ça se travaille en même temps. Chez Maria Montessori, à chaque fois qu'on lit, c'est pour associer. Donc, c'est comme ça qu'on fait, en fait. C'est comme ça qu'on commence. Parce que quand on lit un mot, il y a un signifiant à se signifier. Donc, en fait, elle travaille tout le temps sur des associations. D'accord ? Et notamment la dictée muette, quand je vois une image, quand je vois quelque chose, je veux écrire le mot, et j'ai bien vu que le mot, ça correspond à quelque chose, d'accord ? Donc là, on voit l'enfant qui travaille sur la lecture de mots. Alors il y a des codes couleurs, hein. Les graphèmes, c'est-à-dire le on, le un, le en, sont en couleur verte, d'accord ? Ou rouge, bon. Voilà. Et les lettres muettes sont en couleur grise. Voilà, pour que l'enfant voit que cette lettre, elle se prononce pas, mais elle existe. D'accord ? Donc là, tout simplement, il a une liste de mots, l'enfant, il lit et il associe. D'accord ?
Ensuite, on va le voir dans la série rose tout de suite, ce sont des phrases, carrément des phrases. L'enfant lit la phrase, il va trouver la brioche, l'image qui correspond. Par exemple, Bob prend son thé, bah, il va devoir aller chercher l'image où Bob prend son thé. Et là, bah, tout bonnement, on travaille la compréhension. Donc on est proche d'une lecture-compréhension. Il faut savoir que c'est quand même une phase de passer par la lecture des chiffrages, hein. C'est une phase obligatoire qui va prendre du temps aussi, et il ne faut pas culpabiliser l'enfant par rapport à ça, mais tout en sachant que l'objectif, c'est la compréhension. Il ne faut pas décrocher de ça. Et puis après, bah, il y a des petits albums, j'en ai un tout à l'heure que vous pourrez regarder, des petits albums où il y a des histoires, et puis c'est vraiment une toute petite phrase, et puis il y a le dessin qui est associé. Chaque phrase égale un dessin, et on tourne les pages comme ça. Voilà. Alors, j'en ai fini pour ma présentation théorique. Donc, je vais vous proposer de fabriquer la série rose Montessori, d'accord, avec tout le matériel qu'il y a, et donc on va passer plus de temps à l'expliquer. Je vais vous proposer de faire des graphèmes rugueux, donc le en, le ch, le ou. C'est une autre étape, hein. Ça c'est la première étape. L'étape d'après, c'est l'apprentissage des graphèmes rugueux. On passe aussi par la rugosité des lettres qui composent le graphème. Et le code couleur, c'est vert. D'accord ? Donc, il y a des codes. Donc, je vais vous proposer de faire les graphèmes rugueux avec un imagier qui est associé et la série rose Montessori.